William Morris, Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre, 6e partie. Il me faut maintenant vous démontrer pourquoi cela est ainsi, sur quelle base se fonde cette situation. Je le ferai en répondant à la question « Pourquoi les profiteurs ont-ils tant de pouvoir ?» ou, en tout cas, « Pourquoi leur permettons de le conserver ?» Cela nous amène à la troisième forme de guerre commerciale, la dernière, celle dont toutes les autres dépendent. Nous avons d'abord parlé de la guerre entre nations, ensuite de la guerre entre entreprises. Il nous reste donc à parler de la guerre entre hommes. Tout comme le système actuel oblige les nations à lutter les unes contre les autres pour les marchés du monde, tout comme il oblige les entreprises et les grandes sociétés à se battre entre elles pour la moindre parcelle des profits de ces marchés, les hommes doivent lutter les uns contre les autres pour leur subsistance. Ce n'est que grâce à cette compétition, à cette guerre entre les hommes, que les profiteurs peuvent espérer obtenir quelques profits et qu'ils parviennent, grâce à la richesse ainsi acquise, à faire main basse sur les pouvoirs exécutifs du pays. Mais il y a une différence entre les ouvriers et les profiteurs. La guerre est nécessaire à ces derniers, aux profiteurs. On ne peut pas faire de profit sans compétition entre individus, entre entreprises et entre nations. Mais on peut travailler et gagner sa vie sans compétition. On peut s'associer au lieu de lutter. Je viens de dire que la guerre était l'âme des profiteurs. De même, je dirais que l'association est la vie des travailleurs. La classe ouvrière, le prolétariat, ne peut exister en tant que classe sans une association d'une nature ou d'une autre. Le besoin qu'ont eu les profiteurs d'assembler les hommes en ateliers selon les principes de la division du travail, puis en grandes usines où grondent les machines, et ainsi de les faire graviter un à un vers les grandes villes et les centres de la civilisation, a fait naître une classe ouvrière distincte, le prolétariat. C'est ce qui leur a donné une existence mécanique, pour ainsi dire. Car notez-le bien, s'ils sont regroupés en associations pour la production de marchandises, ils ne le sont pour l'instant que mécaniquement. Ils ne savent pas ce qu'ils fabriquent, ni pour qui, puisqu'ils ne s'associent que pour fabriquer des marchandises qui serviront essentiellement à enrichir le maître, et non des objets qui leur seraient utiles. Tant que cela durera, tant qu'ils devront lutter les uns contre les autres pour le privilège de travailler, ils appartiendront et se sauront appartenir à ces entreprises en concurrence dont j'ai parlé. Ils ne seront pour ainsi dire que des pièces de ces machines à fabriquer du profit. Le but des maîtres ou des profiteurs est de diminuer, aussi longtemps que cela leur sera possible, la valeur marchande de ces pièces humaines. Ou pour le dire autrement, puisque les maîtres ont su s'accaparer le travail des morts, capital et machines, il y va de leur intérêt, que dis-je. Ils n'ont d'autre choix que de payer aussi peu que possible pour le travail des vivants qu'il leur faut se procurer jour après jour. Les travailleurs, eux, ne possédant rien d'autre que leur force de travail, n'ont d'autre choix que de se déprécier par rapport aux autres pour recevoir travail et salaire. Ils permettent ainsi au capitaliste de jouer à son jeu de hasard. Dans ces circonstances, les travailleurs appartiennent donc aux entreprises, ils sont les accessoires du capital. Mais ils ne le sont que sous contrainte. Sans même en être conscients, ils luttent pour s'affranchir de cette contrainte et de ses conséquences immédiates que sont la baisse des salaires et de leur niveau de vie. Ils se démènent à la fois individuellement et en tant que classe. On peut les comparer aux esclaves d'un grand patricien romain qui, tout en appartenant à la maison de ce patricien, représente collectivement une réserve d'énergie capable de la détruire et qui, à titre individuel, volent leur maître dès qu'ils peuvent le faire impunément. Voilà. Vous le voyez bien, une autre forme de cette guerre qui détermine comment nous vivons, la guerre des classes. Elle semble s'intensifier actuellement et quand elle atteindra son paroxysme, elle détruira toutes les autres formes de guerre dont nous avons parlé jusqu'ici. La position des profiteurs en faveur de la guerre commerciale perpétuelle deviendra intenable. Le système actuel de concurrence privilégiée et de guerre commerciale disparaîtra. J'ai dit que l'association et non la compétition était essentielle pour les travailleurs. Par contre, pour les profiteurs, l'association est impossible et la guerre nécessaire. Actuellement, les travailleurs représentent les machines du commerce, ou pour le dire franchement, ses esclaves. S'ils devaient changer cette situation et devenir libres, la classe des profiteurs cesserait d'exister.
qu'adviendrait-il en ce cas des travailleurs? Même aujourd'hui, ils constituent la seule partie essentielle de la société, la partie vitale. Les autres classes ne sont que des parasites qui vivent à leurs dépens. Mais que deviendront-ils quand ils prendront pour de bon possession de leur plein pouvoir et cesseront de lutter les uns contre les autres pour leur subsistance? Je vais vous le dire. Ils seront la société, ils seront la collectivité. Et étant la société, n'ayant à se préoccuper d'aucune autre classe que la leur, ils pourront ajuster leur travail à leurs besoins réels. On entend souvent parler d'offres et de demandes, mais en réalité, on fait allusion à une notion artificielle car elle est sous l'emprise du marché des joueurs. On impose une demande, c'est ce que je suggérais tout à l'heure, avant même qu'il y ait une offre. De plus, puisque chaque fabricant lutte contre tous les autres, il lui est impossible de s'arrêter avant que le marché ne soit entièrement saturé et que les travailleurs ne soient jetés à la rue. On leur raconte ensuite qu'il y a eu surproduction, que les excédents de marchandises sont invendables. Mais ils sont eux-mêmes privés des plus élémentaires nécessités. La richesse qu'ils ont produite a été mal distribuée, entend-on dire, ce qui en fait signifie qu'elle leur a été volée. Quand les travailleurs seront la société, ils pourront ajuster leur travail de sorte que l'offre corresponde véritablement à la demande, plutôt que de se plier aux règles d'un jeu de hasard. La société satisfera d'elle-même à sa propre demande. Il n'y aura plus de famine artificielle, il n'y aura plus de pauvreté au sein de la surproduction, entourée par d'immenses accumulations de ces richesses qui pourraient précisément y mettre fin et la transformer en bonheur. Il n'y aura plus, en bref, de gaspillage et donc plus de tyrannie.